Bonsoir, alors je vais continuer la lecture de Michel Tremblay, Un ange cornu avec des ailes de tôle. Et cette fois-ci, donc Michel Tremblay nous parle de l'influence de sa lecture de Bug Jargal de Victor Hugo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être informé des différentes lectures. Donc voilà. Appelons-le le frère Léon, parce que j'ai oublié son nom ou que j'ai choisi de l'oublier. Le frère Léon était mon professeur de français en 10e année à l'école secondaire Saint-Stanislas. La fameuse ESSS, célèbre dans tout le Québec pour son corps de cadet et de clairon. Et oui, je fis partie pendant 3 ans du corps de cadet de l'ESSS. Et ce fut un cauchemar de tous les instants. Je ne sais pas si ça correspond, l'école Stanislas. Moi, j'avais le collège Stanislas à Outremont, à Montréal, qui était... enfin, moi, j'y étais pas, mais je travaillais à côté, qui était le collège français, en gros, du coin. Mais en fait, je sais pas trop si c'est exact, si c'est la même chose. Sans doute, peut-être. Faudrait peut-être que je me renseigne. Voilà. Donc, célèbre dans tout le Québec pour son corps de cadet et de clairon. Le frère Léon m'aimait bien parce qu'il trouvait que j'avais du talent et pour la même raison était très sévère avec moi. Il ne me laissait rien passer et la moindre petite faute en composition ou en dictée me coûtait plus cher qu'à n'importe qui d'autre dans les 3 classes de 10e. Quand je me plaignais à lui de sa sévérité, parce qu'il m'arrivait de le faire pendant certaines injustices flagrantes, il me répondait « Avec le talent que vous avez, Tremblay, je devrais vous donner automatiquement 0 chaque fois que je rencontre un verbe mal accordé ou une faute d'inattention. » Il m'encourageait à écrire, se doutait que je le faisais, se plaignait que je ne lui montrais jamais rien. « Vos compositions sont bien bonnes, mais je donnerais cher pour savoir ce que vous pondez d'autre. Avez-vous honte de ce que vous écrivez tout seul à la maison? Parce que je suis convaincue, Tremblay, que vous écrivez en cachette. » Je rougissais. Mais je n'avouais rien, parce que j'avais l'intention de rester discret quant au sujet des thèmes que j'abordais. Je n'allais quand même pas lui dire que je venais de terminer un roman homosexuel ou un conte fantastique inspiré de la Vierge de Nuremberg, dans lequel un baron du Moyen-Âge enfermait des femmes dans des robes de fer pour les faire rôtir et les manger. Mais il se doutait sûrement de quelque chose, parce qu'il me regardait rougir avec une évidente satisfaction. À la maison, je ne savais plus où cacher mes écrits, qui se multipliaient à une rapidité folle. L'atlas rouge de mon frère, dans lequel j'avais longtemps gardé mes premiers poèmes, n'était plus une cachette sûre. C'était le seul livre de la maison dont la tranche n'était jamais couverte de poussière. Ça voulait donc dire que ma mère le visitait régulièrement. Il n'était évidemment pas question d'utiliser un des tiroirs du bureau de travail de Jacques et ma table de chevet. J'avais hérité de l'ameublement de chambre à coucher de Bernard depuis qu'il s'était marié avec la merveilleuse Monique, dont ma mère disait toujours avec un sourire en coin « Il est ben chanceux, parce qu'il y mérite pas. » Était une proie trop facile pour, disons, quelqu'un qui se promenait régulièrement dans la maison avec une canette de pledge et un chiffon humide. Mais au moment où cette histoire se déroule, je venais d'inventer un subterfuge que je trouvais aussi astucieux que celui de la lettre volée d'Edgar Allan Poe, rien de moins. Je m'étais vite rendu compte que Jacques ne lisait pas vraiment les livres qu'il achetait des éditions Rencontres. Il les feuilletait quand il les recevait, en parcourait parfois des bouts, puis les plaçait dans la bibliothèque où ils auraient jauni sans plus jamais être consultés, si moi je ne les avais pas dévorés. J'avais commencé depuis quelques mois une série de contes fantastiques inspirés de Poe, justement de Jean Ray aussi, de Nerval, de H.P. Lovecraft, cet auteur américain du tournant du siècle, dont je rêvais secrètement qu'il était mon grand-père, parce que j'avais lu quelque part qu'il avait fréquenté les bordels de Providence, au début du XXe siècle, à l'époque où, au dire des méchantes langues, ma grand-mère maternelle avait fait la vie, entre guillemets, dans cette ville. Dans mon rêve, H.P. rencontrait Maria Desrosiers au bordel, tombait amoureux fou d'elle, lui demandait de ne pas prendre de précautions pendant qu'il faisait l'amour, lui faisait un enfant, ma mère. J'étais le petit-fils de Lovecraft, et j'allais porter le flambeau du conte fantastique qu'il avait tenu si haut. Je cachais chacun de mes contes dans un volume des éditions Rencontres.
les 4 volumes des frères Karamazov, les 2 volumes de l'Idiot, la belle édition matelassée de Tess d'Urberville et celle de l'Assommoir. Contenaient donc chacun un de mes textes pliés en 4. Et j'étais convaincue que personne n'irait les y chercher parce qu'ils étaient trop faciles à trouver. Toujours est-il qu'un bon jour, le frère Léon décida de nous faire une longue diatribe au sujet des livres à l'index. C'était plutôt étonnant, parce qu'à part moi, presque personne dans la classe ne lisait sérieusement. Nous étions en 10e scientifique. Les arts en général et la littérature en particulier n'étaient pas très bien vus. Je trouvais son discours plutôt drôle, parce qu'il ressemblait plus à une liste de suggestions de lecture qu'à une condamnation sans appel d'écrivain qui avait eu l'audace de pondre les œuvres répréhensibles. Par exemple, il disait « Tout Victor Hugo ». M'entendez-vous bien? Tout Victor Hugo est à l'index. Ça veut dire qu'il n'avait pas le droit que c'était interdit, des lectures interdites par les religieux. C'était un écrivain aux mœurs dissolues qui se prétendait près de Dieu, mais qui pratiquait plus la révolution que la religion. N'approchez pas de ces livres. Contentez-vous du court extrait des Travailleurs de la mer qu'on vous demande d'analyser dans vos cours de français. Ne lisez pas sa poésie. Ne lisez pas ses romans. Ce sont des œuvres pernicieuses. Alors évidemment, quand on dit à des ados de ne pas faire ceci, évidemment, c'est peut-être pas... Ils font peut-être l'inverse. Hein. Ils donnaient sûrement le goût de lire Hugo, même aux derniers des cancres qui n'avaient jamais ouvert un livre de leur vie. C'était peut-être d'ailleurs son but. Je venais de terminer Notre-Dame de Paris dans la petite collection Nelson, et je ne comprenais pas du tout pourquoi ce livre était répréhensible. Je m'étais pâmée sur des longs passages au sujet de l'imprimerie, dont Hugo disait qu'elle était la plus grande invention de l'humanité depuis la roue. Je les avais fait lire à mon père, qui en avait eu les larmes aux yeux. J'avais eu envie de materner Quasimodo, que je trouvais touchant, et j'avais trouvé Esmeralda bien niaiseuse avec sa chèvre et son chum trop beau. C'était un livre qui m'avait donné envie de quitter Montréal, pour aller lire la façade de Notre-Dame de Paris, comme dans un livre ouvert, un volume démesuré qui me dévoilerait tous les mystères du Moyen-Âge. Comment un frère, enseignant, catholique, pouvait-il se permettre de condamner une telle œuvre? À cause des mœurs dissolues dont avait parlé le frère Léon, je suppose. Après tout, Esmeralda n'était-elle pas une bohémienne dont on pouvait imaginer qu'elle n'était plus vierge depuis longtemps et qu'elle couchait avec tout le monde? Je regardais mes confrères de classe qui buvaient les paroles du professeur tout en prenant des notes. Tout ça, cette hypocrisie puante, cette façon détournée de donner envie de lire, si telle était l'intention du frère Léon, ce qui était loin d'être sûr, était tellement ridicule. Pourquoi ne pas dire simplement que Notre-Dame de Paris était un roman facile à lire, plus passionnant qu'un western et infiniment gratifiant pour l'âme? Pourquoi ne pas essayer d'encourager la lecture pour des raisons positives, plutôt que par l'attirance d'un éventuel péché? Pour la première fois, au beau milieu de la diatribe du frère Léon, contre les livres à l'index, je me rendis compte que j'écrivais probablement moi-même des œuvres répréhensibles. Dostoïevski et Tolstoï et Zola, certainement à l'index eux aussi, servaient de cachette à d'autres textes condamnables. Je ne pus réprimer un fou rire qui me valut les foudres du professeur de français. « Tremblay! Levez-vous et dites-nous donc ce qui vous fait tant rire, hein? Levez-vous qu'on voit la belle couleur rouge tomate de votre visage. Ça vous fait rire, l'index? Je suppose que vous pensez que ça ne vous concerne pas. Vous en lisez peut-être, hein? En lisez-vous? Lisez-vous des livres à l'index, oui ou non? » Je répondis sans réfléchir. J'ai lu Notre-Dame de Paris sans savoir que c'était à l'index. » Des murmures choqués. Oh, oh, oh. Le frère qui se raidit. Je me dis, ça y est, je viens de signer ma propre condamnation. Maudit niaiseux. Il s'approcha de moi, plus rouge que je ne l'avais été. 1 minute plus tôt, une baguette à la main, prêt à frapper. « Vous avez lu Notre-Dame de Paris ?»« Ben oui. »« Au complet ?»« Ben oui. »« Vous en êtes-vous confessé ?»« Je viens de vous dire que je ne savais pas que c'était à l'index. »« Taisez-vous, baissez les yeux, faites un acte de contrition. » Je ne peux pas faire un acte de contrition après m'être rendu compte que ce livre-là était à l'index, frère. Ben, est à l'index, frère. Ben, ça fait un peu... c'est pas comme ça, on le dit. Je refais. Je peux pas faire un acte de contrition après m'être rendu compte que ce livre-là est à l'index. Frère, j'ai pas commis de péché.
Faites pas la tête forte. Vous allez tout de suite vous rendre au bureau du directeur. Attention. Vous allez lui demander une permission spéciale pour aller vous confesser immédiatement. Vous lui direz que c'est d'une extrême importance. Il va penser que j'ai tué quelqu'un. Je vous ai dit de vous taire. Il se tourna vers les autres. Vous voyez ce que ça donne de lire Victor Hugo. Ça rend arrogant. Vous me désappointez, Tremblay. Je pensais que vous aviez un peu de bon sens, que vous étiez un bon catholique. Je commence à me demander sérieusement si j'ai envie de lire ce que vous écrivez en cachette. Ça doit pas être beau tout de suite. L'histoire fit le tour de l'école en quelques minutes. Tremblay de 10e année C, avait lu Victor Hugo et avait été obligé d'aller aussitôt s'en confesser. J'étais tellement humiliée en me rendant à l'église. Le directeur aussitôt, ma faute avouée, avait téléphoné au presbytère pour demander qu'on y entende immédiatement ma confession. Que j'aurais voulu mourir sur le champ, disparaître entre les craques du trottoir, au risque de me retrouver en enfer si vraiment j'étais en état de péché mortel. Puis, l'infantilisme de cette histoire finit par me faire sourire, et je me jurai d'essayer de me venger. Ce fut la confession la plus ridicule et la plus drôle de ma courte carrière de catholique pratiquant. Un prêtre m'attendait à la porte de l'église Saint-Stanislas, en pensant que j'avais commis un péché ignominieux, se pourléchant probablement d'avance de mon récit. Il me précédait en froufroutant dans l'allée latérale qui menait aux confessionnaux. Je le trouvais bien beau dans sa soutane. Il l'avait relevé avec une ceinture pour aller patiner. Je pouvais entrevoir le bas de son pantalon, et j'essayais de regarder ailleurs. Je ne voulais quand même pas avoir un vrai péché à avouer, et en plus un péché le concernant. « Qu'est-ce que vous avez fait pour l'amour du bon Dieu pour qu'on interrompe comme ça notre partie de hockey du mercredi après-midi ?»« J'ai lu Victor Hugo. » Il s'arrêta brusquement, se tourna vers moi. « Pardon ?»« J'ai lu Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. »« C'est tout ?»« Ben oui, ça a l'air que c'est assez. Le directeur de l'ESSS me dérange pour que je vous confesse parce que vous avez lu Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. »« Ben oui. »« Mais c'est un imbécile !» C'est à l'index. Et il porta la main à ses cheveux qu'il replaça nerveusement. Il avait vraiment de très beaux cheveux. « Ah oui, Notre-Dame de Paris est à l'index ? Je savais pas ça. »« Ben oui. »« Vous le saviez, vous ? » ?»« Ben non. Si vous le saviez pas. »« Vous pouvez pas avoir fait un péché si vous le saviez pas. Mais avez-vous fait des péchés en le lisant ? » ?»« Ben, je sais pas. Non, pas que je sache. » Quel imbécile. Retournez immédiatement à votre école. Je me charge de votre directeur. Mais dites quand même quelques « Je vous salue Marie » au cas. Nous ne nous étions même pas rendus jusqu'au confessionnal. Le frère Léon me regarda entrer dans la classe avec à la place des yeux 2 carabines chargées prêtes à tirer. Ils avaient dû, le directeur et lui, avoir des nouvelles du prêtre joueur de hockey pendant que je revenais à l'école. Il avait voulu me donner une leçon et n'avait réussi qu'à se ridiculiser en entraînant son directeur dans le gouffre avec lui. Mais il ne savait pas encore ce qui l'attendait, moi non plus d'ailleurs, parce que j'allais payer cher un des gestes les plus braves de mon adolescence. Mon frère enseignait le français depuis des années. Il possédait donc le précieux et mythique Livre des professeurs, cette fameuse publication du département de l'instruction publique qui contenait toutes les réponses à tous les exercices de français, de la 1re à la 12e année, et que je me glorifiais de n'avoir jamais consulté. Je voyais souvent le livre des professeurs traîner sur le bureau de travail de Jacques. J'aurais pu des centaines de fois y puiser les réponses aux exercices les plus difficiles que j'avais à faire. Mais n'étant pas tricheur de nature, et comme chacun le sait dans mon entourage étant affublé d'une forte tête de cochon, je préférais chercher en sacrant, trouver en jubilant, ou me laisser couler dans le désespoir si je ne trouvais pas. Ce jour-là, cependant, j'avais une raison de le consulter, et j'allais trouver mon frère aussitôt revenu de l'école. « Depuis quand tu fouilles dans mon livre des professeurs, toi ? Je te jure que j'ai jamais fouillé dedans, mais là, je veux chercher quelque chose, puis j'aime mieux te demander la permission. Qu'est-ce que tu cherches ? Je peux peut-être t'aider. Je cherche la liste des auteurs à l'index. » Il partit d'un bon rire, la tête penchée par en arrière. « C'est pas compliqué. Tout ce que tu as envie de lire est probablement à l'index. »« Je suis sérieux. Je veux consulter la liste des romans de Victor Hugo. » « Je t'ai laissé lire Notre-Dame de Paris sans rien te dire, mais exagère pas. Je veux juste lire ta liste, la liste de ces romans, pour voir s'ils sont tous à l'index. Ils sont sûrement tous à l'index, mais c'est pas dans le livre des professeurs que tu vas trouver ça. » J'avais piqué sa curiosité, j'étais sauvée. Il sortit un gros livre que je ne connaissais pas.
le livre de l'index, du bien nommé « Sage homme ». Le feuilleta rapidement, comme quelqu'un habitué à consulter ce genre de publication, puis poussa un cri de victoire. « Je l'ai ! Tiens, qu'est-ce que je t'avais dit? Une page complète était consacrée à Victor Hugo. J'étais désespérée. Notre-Dame de Paris, Les Misérables, 93, tout était condamné, défendu. J'allais refermer rageusement le livre, lorsqu'au bas de la page, un petit paragraphe attira mon attention. On y disait que Bug Jargal, le premier roman d'Hugo, écrit à l'âge de 16 ans, et dont, par chance, nous possédions un exemplaire à la maison, toujours dans la petite et si jolie collection Nelson, n'était pas à l'index. Je tenais ma vengeance. Mon frère reprit son livre. « T'es trop content, toi, je me méfie. » Avec un front de bœuf que je crois ne plus avoir aujourd'hui, je me présentais le lendemain en classe avec mon exemplaire de Bug Jargal que je n'avais même pas commencé à lire. À l'école secondaire, la dernière période de la journée, de 3h25 à 4h15, si je me souviens bien, était libre. Nous pouvions soit lire, soit faire nos devoirs, soit préparer nos cours pour le lendemain. J'aimais beaucoup cette période, mais j'étais le seul parce que les autres élèves en général détestaient lire, faire leurs devoirs ou préparer leurs cours du lendemain. Je suppose que sans le savoir, j'étais pour les autres élèves de 10e année C un têteux de la pire espèce. Ce jour-là, ça avait été une journée plutôt faste pour moi. Malgré mon impopularité parce que j'étais trop bon en français et que je passais à tort ou à raison pour être le chouchou du frère Léon, mes confrères de classe étaient venus me demander ce qui s'était passé la veille pour que le professeur se mette à être aussi bête avec moi, et je m'étais complu à plusieurs reprises dans le récit détaillé de ma visite à l'église. Ce jour-là, donc, à 3h25, je sortis ostensiblement Bug Jargal de mon pupitre, le teint à la verticale pour que le professeur le voie bien. Le frère Léon était notre titulaire et veillait sur notre période libre chaque après-midi. Et me mit à faire semblant de lire, tête penchée et front plissé. Le frère Léon mordit très vite à l'hameçon, et moins de 5 minutes plus tard, il s'approchait de mon pupitre, mine de rien, pour venir lire par-dessus mon épaule le titre du livre que je tenais entre mes mains. « Victor Hugo !» Les 29 autres élèves de la 10e année C sursautèrent. Quelques-uns poussèrent même de petits cris d'étonnement, parce que c'était la première fois qu'on entendait le frère Léon élever autant la voix. Toutes les têtes se tournèrent dans notre direction. Le frère Léon était livide. Il avait crié le nom de l'auteur de Bug Jargal, comme on se vide les poumons quand on reçoit un coup de poing dans le ventre. Mais il n'arrivait plus à parler, et je crus voir venir le moment où il s'écroulerait, mort d'apoplexie, à côté de mon pupitre. Et il me prit par le gras du cou, me souleva, me traîna vers la porte de la classe. Nous parcourûmes la distance entre la classe et le bureau du directeur en un temps record. Je tenais toujours le livre lorsque nous entrâmes dans le bureau du directeur. L'explication fut longue, ardue, déchaînée, et au bout du compte humiliante. L'humiliation systématique des élèves était la grande spécialité, la grande force des frères de l'instruction chrétienne. J'en eus une fois de plus la preuve ce jour-là. J'étais vainqueur parce que je pouvais leur prouver que Bug Jargal n'était pas à l'index. Mais eux représentaient l'autorité et ils en profitèrent largement. Ils me traitèrent de prétentieux, de tête enflée, de tête folle, de tête de cochon. Ils menacèrent de me jeter hors de l'ESSSS comme un indésirable. Je voyais déjà ma mère mourir de mortification, elle qui se vantait partout de mes succès en classe. Ils prétendirent que j'avais une mauvaise influence sur les autres élèves, alors que je ne parlais qu'à Réal Bastien, que je connaissais depuis 6 ans, et Jean-Claude Hamel, qui était un des seuls élèves sympathiques de la classe. Ils me firent mettre à genoux et baisser les yeux pendant tout le temps qu'ils me couvraient d'injures. J'avais osé leur tenir tête, en fait. J'avais osé avoir raison contre eux. Ils me le feraient payer cher. Je sortis de là sonnée, déprimée, foudrage, malgré ma victoire et quelque peu inquiet de mon avenir à l'école secondaire Saint-Stanislas. Ils pouvaient continuer à m'humilier, mais ils ne pouvaient pas m'empêcher de lire Bug Jargal. Et je le lus en classe, quelques chapitres chaque jour, jusqu'au bout, sous le regard haineux du frère Léon qui n'en revenait pas, disait-il, de mon ingratitude envers lui qui m'avait jusque-là considéré comme un élève modèle. Est-il besoin d'ajouter que mes notes de français s'en ressentirent malgré l'effort que je faisais pour améliorer la qualité de mes compositions et de l'attention maniaque que je portais à faire le moins de fautes possibles durant les dictées. Ils n'en étaient pas à une injustice près et en profitèrent largement. Pour la première fois depuis des années, je ne fus pas premier en français pendant de longs mois. Ma mère fronçait les sourcils en recevant mon bulletin.
le signait sans poser de questions, mais je sentais que je la décevais, et rongée de culpabilité, je réfugiais ma honte au fond de mon cœur. Je n'allais tout de même pas devenir délateur en plus, mais je me consolais bien vite par la lecture complète des romans de Victor Hugo. Voilà. C'est bien sympathique. Bonne soirée.